Et si je vous disais que l'anxiété constante n'est pas un trait de caractère, mais juste une mauvaise habitude, une façon de penser particulière, et comme toute habitude, on peut s'en débarrasser. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de pilules magiques ou de méditation complexe. Nous allons plutôt aborder 10 pensées virus qui empoisonnent votre esprit et font battre votre cœur plus vite. Et je vous promets que vous serez surpris d'apprendre que la clé de la sérénité était entre vos mains depuis tout ce temps. Soyons clairs d'emblée, ressentir de l'anxiété, c'est normal. C'est un ancien mécanisme de survie hérité de nos ancêtres. Imaginez que votre anxiété est un détecteur de fumée trop sensible. Il devrait se déclencher en cas de véritable incendie dans la maison, mais au lieu de cela, il s'active à la moindre fumée d'un toast brûlé. Notre objectif aujourd'hui n'est pas de casser cette alarme, mais de la calibrer correctement. Nous allons apprendre à distinguer une menace réelle d'un petit déjeuner brûlé dans notre esprit. Alors, voici le premier piège mental. Saviez-vous que votre cerveau est un scénariste de film d'horreur génial mais terriblement pessimiste, et le rôle principal, c'est toujours le vôtre. Sa technique préférée par laquelle débute chaque thriller, c'est la question fatidique. Et si cette simple phrase agit comme un véritable déclencheur d'anxiété? Et si je rate ma présentation? Et si je ne leur plais pas? Et si je commets une erreur et que tout le monde le remarque? Ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Chaque question de ce genre est un billet direct pour le terrier des fantasmes négatifs. Une pensée en entraîne une autre, et vous voilà déjà en train de vivre mentalement une catastrophe qui n'existe que dans votre imagination. Votre cerveau est sincèrement persuadé qu'en déroulant les pires scénarios, il vous protège, il vous prépare au danger. Mais voilà le paradoxe, cette protection est en réalité le principal danger. Elle empoisonne votre moment présent avec l'angoisse d'un avenir qui très probablement n'arrivera jamais. Avouez-le, ce scénariste intérieur a parfois tendance à s'emballer un peu trop. On pense qu'il faut combattre ces scénarios, mais le secret est ailleurs, et il est d'une simplicité déconcertante. Et voici la deuxième erreur, celle qui fait de vous un véritable super-héros. Attention, avec un super-pouvoir particulièrement néfaste, celui de lire dans les pensées. Du moins, c'est ce que vous croyez. Vous regardez quelqu'un et vous savez exactement ce qu'il pense. Et, étrange coïncidence, il pense toujours quelque chose de négatif à votre sujet. C'est ça, le piège de la lecture de pensée. Un scénario typique. Un ami ne répond pas immédiatement à votre message. Votre cerveau émet instantanément un verdict. Il est fâché contre moi, j'ai dû dire quelque chose de mal, nos relations sont gâchées. L'engrenage est lancé. Vous relisez la conversation, analysez chaque mot et trouvez de nouvelles preuves de votre culpabilité. Maintenant, faisons une petite pause. Quelle est la réalité? La vérité, c'est que vous n'êtes pas télépathe, et cette vérité est incroyablement libératrice. Votre ami était peut-être simplement au volant, son téléphone était peut-être à court de batterie, ou il était en réunion. Son univers, figurez-vous, ne tourne pas toujours autour de vous et de vos messages. En essayant de deviner les pensées des autres, nous dépensons une quantité colossale d'énergie à combattre des fantômes que nous avons nous-mêmes créés. C'est comme jouer aux échecs contre soi-même et réussir quand même à perdre. Nous sommes prêts à croire au complot le plus alambiqué, juste pour ne pas admettre la vérité la plus simple. Nous ne savons tout simplement pas, et c'est tout à fait normal. Passons au troisième point. Dans votre esprit loge un petit tyran, mais ô combien sévère. Son arme principale est un mot unique, et il est plus redoutable que n'importe quel coup de fouet. Ce mot, c'est « je dois ». Je dois être plus productif. Je dois avoir meilleure allure. Je dois gagner plus. Je ne dois pas être paresseux. Cela résonne-t-il comme votre voix intérieure? Chaque « je dois » est une chaîne invisible que vous vous imposez. C'est un ensemble de règles que vous avez établies pour vous-même, mais selon lesquelles il est impossible de vivre. Il en résulte un sentiment de culpabilité permanent et latent. Vous avez l'impression de ne jamais être à la hauteur d'un idéal mythique que vous avez vous-même inventé. C'est comme si vous aviez placé la barre à 3 mètres de haut et que chaque jour vous vous sentiez frustré de ne pas pouvoir la franchir. Mais voici la question essentielle à se poser. Qui a vraiment fixé cette barre? Qui est l'auteur de ce recueil de règles? La réponse est presque toujours la même, vous-même.
et cela signifie que vous avez tout à fait le droit de réécrire ces règles. Partagez en commentaire quel est votre « je dois » le plus implacable. Voyons si nos tyrans intérieurs se rejoignent. Et si nous parlions maintenant du jeu favori de tous les perfectionnistes, il s'appelle tout ou rien. Les règles sont très simples, c'est soit le succès total, soit l'échec cuisant. Pas de demi-mesure, pas de prix de consolation, c'est ça, la pensée en noir et blanc. Dans votre esprit, le monde se divise clairement en deux, l'idéal et l'horrible, le bien et le mal, la victoire et la défaite. Voici comment cela se manifeste dans la vie. Vous avez décidé de manger sainement. Toute la semaine vous avez tenu bon, mais le vendredi soir vous avez craqué pour un seul petit gâteau. Que vous dit la pensée en noir et blanc? Elle vous dit « c'est fichu, le régime est raté, inutile de continuer, on peut commander une pizza ». Une seule petite erreur réduit à néant tous vos efforts précédents. Une telle approche transforme la vie en un champ de mines. Vous craignez de faire le moindre faux pas, car dans votre vision du monde, ce pas mène tout droit à l'abîme. Cela crée une tension colossale. Vous ne vous accordez pas le droit à l'erreur, et donc le droit d'être humain. Car la vie n'est pas un examen où l'on ne peut que réussir ou échouer. C'est un processus riche en nuances, en essais et bien sûr en erreurs. Réfléchissez. Combien de fois avez-vous rayé d'un trait une journée entière, un projet ou même une relation à cause d'une seule imperfection? Le prochain piège mental s'appelle la surgénéralisation. Elle fonctionne comme une loupe, transformant un petit désagrément en une loi universelle de votre existence. Imaginez, vous passez un entretien d'embauche et vous n'obtenez pas le poste. Une situation tout à fait normale qui arrive à tout le monde. Mais un cerveau sujet à la surgénéralisation en tire une conclusion radicalement différente. Il ne se dit pas « cette fois, ça n'a pas marché, je vais retenter ma chance ». Il s'affirme plutôt « je suis un spécialiste incompétent, je ne trouverai jamais un bon poste ». Sentez-vous la différence? Un seul échec précis devient soudainement une condamnation à perpétuité. Une expérience malheureuse est érigée en vérité absolue. Si un partenaire vous quitte, cela se transforme en « personne ne m'aimera jamais ». Si vous faites une erreur dans un rapport, la conclusion est « je gâche toujours tout ». Cette habitude est particulièrement insidieuse. Vous prenez un événement négatif isolé et vous peignez avec lui tout le tableau de votre avenir. C'est comme si, après avoir eu les pieds mouillés sous la pluie une seule fois, vous décidiez que vous alliez marcher avec les pieds mouillés pour le reste de votre vie. Vous créez une prophétie autoréalisatrice. Si vous êtes persuadé que vous échouerez toujours, vous agirez en conséquence, avec moins d'assurance, plus de peur, augmentant ainsi vos chances d'échec. C'est un cercle vicieux que vous créez vous-même, simplement en interprétant à tort un seul et unique épisode. Le 6e piège, c'est ce que j'appelle le complexe d'Atlas. Vous vous souvenez du titan mythologique qui portait la voûte céleste sur ses épaules? Eh bien, les personnes qui ont tendance à la personnalisation font exactement la même chose. Elles endossent la responsabilité absolue de tout ce qui se passe autour d'elles, surtout quand il s'agit de quelque chose de négatif. Votre chef arrive au bureau de mauvaise humeur. Que se dit immédiatement la personne qui personnalise? C'est sûrement à cause de mon rapport d'hier, je l'ai déçu. Son enfant a une mauvaise note à l'école, je suis une mauvaise mère, je ne l'ai pas assez aidé. La soirée est ratée, c'est ma faute, je suis un mauvais organisateur. Vous endossez ainsi la responsabilité des émotions, des décisions et même des simples coïncidences qui concernent autrui. Vous croyez sincèrement être le centre de l'univers et que tout ce qui s'y déroule est le résultat direct de vos actions ou de votre inaction. Non seulement c'est épuisant, mais cela génère un sentiment écrasant de culpabilité et d'anxiété, car si vous êtes responsable de tout, alors vous devez tout réparer, ce qui est, par définition, impossible. La vérité, c'est que vous n'êtes pas responsable de l'humeur, des choix, ni des actes des autres adultes. Vous ne contrôlez pas la météo, ni l'économie mondiale. Renoncer à cette illusion de toute puissance, c'est se défaire d'un fardeau incroyablement lourd qui pèse sur vos épaules. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais du pur bon sens qui vous permettra de préserver votre énergie pour ce que vous pouvez réellement contrôler, vos propres réactions. Parlons maintenant de votre machine à voyager dans le temps personnel, ou plutôt de la boule de cristal dans laquelle vous ne cessez de scruter.
Cette habitude s'appelle la prédiction de l'avenir ou, comme disent les psychologues, la catastrophisation. Vous ne vous contentez pas d'imaginer le futur, vous savez déjà, bien à l'avance, qu'il sera horrible. Un point, c'est tout. Un appel important se profile à l'horizon. Que vous dit votre voyant intérieur? Pas « je suis un peu stressé, mais je vais y arriver », mais plutôt « je vais sûrement dire une bêtise, je vais bafouiller et ils vont me prendre pour un idiot ». Vous vous apprêtez à un rendez-vous amoureux et vous visualisez déjà la gêne, le fait que la personne ne vous appréciera pas et que la soirée se terminera en fiasco total. Vous n'êtes même pas encore sorti de chez vous, que vous avez déjà vécu toute la palette d'émotions négatives liées à un événement qui n'existe que dans votre tête. C'est comme regarder un film d'horreur où vous êtes le personnage principal et vous savez pertinemment qu'un psychopathe vous attend derrière la prochaine porte. Vous forcez votre corps à réagir à une menace qui n'existe pas. Votre cœur bat la chamade, vos paumes sont moites, vos pensées se brouillent, vous vivez le stress de l'échec avant même d'avoir tenté de réussir. Et le plus ironique, c'est qu'en vous conditionnant de cette manière, vous augmentez réellement vos chances d'échouer. Après tout, aller à un examen en étant persuadé de le rater, c'est déjà la moitié de l'échec, n'est-ce pas? Le 8e biais cognitif est l'un des plus insidieux car il se déguise en intuition. On l'appelle le raisonnement émotionnel. Son credo, si je le ressens, c'est que c'est vrai. Imaginez que vous êtes assis dans un avion en pleine turbulence. Vous avez peur. Et votre cerveau en conclut, puisque j'ai peur, l'avion est en train de tomber et nous allons nous écraser. Vous ne vous basez ni sur les statistiques, ni sur les paroles des pilotes, ni sur les lois de la physique. Vous vous fiez uniquement à votre peur. Ou prenons un autre exemple. Vous vous préparez à une présentation et vous vous sentez peu sûr de vous. La conclusion? Je me sens bête, donc ma présentation sera stupide et j'ai l'air d'un idiot. Vous n'évaluez pas le contenu de votre discours, vous ne pensez pas à votre préparation. Vous confondez simplement ce sentiment passager avec la réalité objective. C'est un piège redoutable. Vos sentiments ne sont pas des faits. Ce ne sont que des réactions chimiques dans votre corps, provoquées par vos pensées. Ils peuvent être puissants, convaincants, mais ils mentent souvent. Faire confiance à ses sentiments à 100%, c'est comme essayer de déterminer l'heure exacte avec une montre qui avance ou retarde constamment. Vous prenez un état temporaire pour une caractéristique permanente de vous-même ou du monde. Et cela vous pousse à éviter des situations qui pourraient en réalité être sûres, voire bénéfiques. Le 9e virus mental que nous allons aborder est l'étiquetage. Il s'agit d'une forme de surgénéralisation poussée à un niveau plus personnel. Ici, vous ne vous contentez plus de tirer une conclusion générale d'une situation isolée. Vous transformez cette conclusion en une étiquette rigide et indélébile que vous collez sur vous-même ou sur les autres. Prenons un exemple. Vous faites une erreur au travail. Au lieu de penser « j'ai fait une erreur cette fois-ci, je dois être plus attentif », vous vous condamnez en vous disant « je suis un raté ». Vous n'avez pas simplement commis une action malheureuse, vous êtes devenu un raté. Vous percevez la toxicité de cette pensée? Autre cas, votre collègue a oublié de vous envoyer un document important. Au lieu de vous dire « il a juste oublié, ça arrive », vous lui apposez l'étiquette « il est irresponsable ». Désormais, chacune de ces actions sera filtrée par le prisme de cette étiquette et vous chercherez inconsciemment à en trouver la confirmation. Ces étiquettes sont des raccourcis intellectuels dangereux qui nous empêchent de percevoir la réalité telle qu'elle est. Elles réduisent des êtres vivants, complexes et nuancés, vous y compris, à de simples figurines en carton, plates et unidimensionnelles. Le raté, le stupide, l'anxieux, le paresseux. Dès que vous vous collez une telle étiquette, vous finissez par vous y conformer. Elle devient une partie de votre identité, une prophétie autoréalisatrice. Et se défaire d'une telle étiquette, surtout quand on l'applique à soi-même, peut s'avérer incroyablement difficile. Et enfin, la 10e pensée, celle qui est le terreau de tant d'autres angoisses, l'illusion de contrôle, cette conviction profonde et irrationnelle que pour atteindre la paix intérieure et le bonheur, vous devez absolument tout maîtriser autour de vous. Vous tentez de contrôler la météo en planifiant le pique-nique parfait. Vous essayez de maîtriser les embouteillages en partant 5 minutes plus tôt.
Vous cherchez à contrôler les pensées et les sentiments d'autrui en choisissant les mots. Parfait. Vous essayez de contrôler l'avenir en anticipant tous les scénarios possibles. Mais la vérité est cruelle. La majeure partie de la vie échappe à notre contrôle. Et plus vous essayez de tenir les rênes, plus la vie vous les arrache avec force. Cette lutte constante contre la réalité est épuisante. Elle crée une tension infinie, car vous faites dépendre votre sérénité de ce qui vous est totalement inaccessible. L'ironie, c'est que la véritable sérénité ne s'atteint pas en contrôlant tout, mais en acceptant que vous ne pouvez pas tout contrôler. Elle survient lorsque vous lâchez prise sur ce besoin et que vous vous concentrez sur la seule chose qui est vraiment en votre pouvoir, vos propres choix, votre réaction face aux événements incontrôlables. Ce n'est pas une défaite, c'est la plus haute forme de sagesse et le chemin le plus direct vers la paix de l'esprit. Et maintenant, voici le moment le plus crucial. Préparez-vous à une révélation inattendue. Toutes ces 10 pensées, sans exception, reposent sur une seule et même grande illusion. Nous avons tendance à croire que l'anxiété est une simple réaction à des facteurs externes, le travail, les relations, les actualités mondiales. Or, ce n'est pas ça du tout. Voici le véritable coup de théâtre. L'anxiété n'est pas ce qui vous arrive, c'est ce que vous vous racontez à propos de ce qui vous arrive. Ce n'est pas l'événement en soi qui génère la peur, mais votre interprétation de celui-ci. Ce n'est pas un projet complexe qui vous plonge dans la panique, mais la pensée « je n'y arriverai pas ». Ce n'est pas le silence de votre partenaire qui vous blesse, mais la pensée « il ne m'aime plus ». La prison de l'anxiété n'est pas bâtie avec des circonstances extérieures, mais avec nos propres pensées. Et c'est la meilleure nouvelle que vous pouviez espérer entendre, car si vous avez vous-même construit cette prison, alors vous êtes le seul à en détenir la clé. En réalisant que la racine du problème ne réside pas dans le monde extérieur, mais dans votre esprit, vous cessez d'être une victime des circonstances et devenez le maître de votre propre état. Vous avez le pouvoir de choisir votre réaction. Vous pouvez apprendre à identifier ces pensées, virus, et à les remplacer par des interprétations plus saines et réalistes. C'est là que se trouve le véritable chemin vers la liberté face à l'anxiété. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile et que vous avez pu identifier au moins l'une de vos habitudes de pensée nocives, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et maintenant, une question pour vous. Laquelle de ces 10 pensées pièges vous parle le plus? Partagez votre expérience en commentaire et discutons-en ensemble.